Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Edith Pradalier. Bonjour Bonjour Anne. Edith. Bonjour Violette. Alors Edith, tu vas nous parler, alors tu as choisi de nous parler sous le titre de La mort nous apprend à mieux vivre. Exactement. Vaste programme. Vaste programme et pourtant très essentiel. Voilà, parce que ça nous paraît certainement pour un sujet qui est un peu triste, mais toi, tu nous as un petit peu expliqué au préalable que ça pouvait être aussi, on pouvait vivre de la joie. Mais bien sûr, mais en fait, il faut savoir qu'avant, à une époque, au Moyen-Âge par exemple, la mort était totalement apprivoisée. C'est-à-dire que lorsqu'une personne mourait, elle allait dans son lit et là, tu avais tout le village, tous les amis, toute la famille qui venait le voir pour demander pardon, pour recevoir le pardon, pour dire ce qu'il y avait à dire. Donc la mort était au centre de nos maisons. Et aujourd'hui, alors ça a commencé à décliner avec la peur d'être enterré vivant au 19e siècle, et puis aussi avec les sociétés pro-industrielles où le diktat du bonheur a pointé le bout de son nez. Et c'est là que ça a tout a foutu le camp. La mort est devenue médicalisée. Maintenant, on meurt à l'hôpital, loin des siens, loin des proches. Donc au final, on n'a plus accès aux dernières paroles du défunt qui sont hyper importantes pour le processus du deuil. Donc effectivement, la mort est un sujet très important et moi j'aime dire, si tu veux savoir comment tu dois vivre, demande-toi comment tu veux mourir. Ça nous laisse... Sans voix. Oui, sans voix, effectivement. Alors, est-ce que tu peux, pour en savoir plus sur toi, déjà nous en dire plus sur ton comment t'es venu à t'intéresser à ce sujet qui est bien sûr passionnant et puis effectivement extrêmement intéressant. Alors moi j'ai eu toujours un rapport particulier à la mort depuis que je suis enfant. Et puis il y a 3 ans en fait j'ai une amie, une très bonne amie à moi qui a perdu sa sœur d'un cancer. Sa sœur avait mon âge et je n'ai pas su quoi lui dire. Alors que, à la base, moi je suis coach, la gestion des émotions, ça me connaît, je n'ai pas su quoi lui dire et je me suis dit, mais pourquoi je ne sais pas quoi répondre? Et bien, tout simplement parce que le deuil et la mort sont tabous, donc personne ne nous apprend à parler à un endeuillé, quoi faire, quoi lui dire pour le réconforter. Donc je me suis dit, il faut absolument que je fasse quelque chose parce qu'il y a un véritable besoin. Alors, tu t'es formée à une technique? Alors déjà, je me suis formée parce qu'il faut savoir que le personnel médical, les psychologues, les psychiatres, les médecins ne sont pas formés au deuil, ça ne fait pas partie de leur cursus de base. Donc moi, j'ai un diplôme universitaire deuil et endeuillé. Il n'y a que 2 universités en France qui font ça. Et je crois que d'ailleurs celle dans laquelle je suis à Amiens l'année prochaine, ce diplôme va disparaître. Donc il n'y aura plus qu'une à Sarclay. Donc j'ai fait ça et puis je me suis également spécialisée dans les pratiques narratives, qui est une thérapie brève et qui consiste à redonner de la dignité aux gens. Et on part du postulat que les personnes sont bien plus que ce qu'elles veulent nous faire croire. Je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu viens d'évoquer la pratique narrative. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, alors la pratique narrative, c'est une thérapie brève. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui consiste à redonner de la dignité aux gens. En fait, la posture du praticien est très importante puisque nous avons un œil d'amour comparé, par exemple, à certaines psychologues, par exemple, qui ont l'œil du sachant. Donc, en fait, en général, on consulte les personnes qui nous consultent et notre mission, c'est d'honorer le plein chez les personnes. Donc, on va, par exemple, je vous donne un exemple, quand une personne en deuil vient me voir, elle dit, je suis en deuil. Je lui dis, vous avez une histoire avec le deuil. Et moi, mon rôle, c'est d'aller chercher des histoires alternatives, là où se situe le plein. Et on va aller honorer ce plein-là, pour que la personne retrouve une estime, une confiance, une joie de vivre. Tu auras un exemple de consultantes comme ça, de personnes qui soient venues te voir et qui... Oui, parce que honorer le plein... Ouais, mais c'est très... Vas-y, c'est intéressant ta question. Mais oui, sauf que j'arrive pas à la formuler. Mais effectivement, comment tu travailles sur ce plein avec la personne et sur cette histoire
autour de ce deuil? Alors c'est hyper intéressant, merci de poser cette question, Anne. Donc en fait, par exemple, les personnes en deuil partent souvent du postulat, parce que la société renvoie cette image-là, puisque personne n'est formée au deuil et que c'est tabou, que dès que un proche disparaît, lorsqu'on a un deuil, eh bien, le but c'est d'accepter et un peu d'oublier, laisser le temps au temps, etc. Nous, on considère que la personne elle est morte, mais que la relation est toujours vivante et que la relation ça se nourrit. Donc quand je dis que je vais aller honorer le plein, par exemple, je vais utiliser un outil de pratique narrative qui est le collier de perles, où par exemple je vais faire raconter des histoires, les meilleurs souvenirs avec le défunt, puis je vais aller chercher, ok, ben qu'est-ce que ça dit de vos valeurs, qu'est-ce que ça dit de vous, qu'est-ce que ça dit sur la transmission qu'on vous a donnée. Et en fait, la personne va prendre conscience que le défunt qui est parti a transmis des valeurs, des leçons, a transmis une force. Et le but, c'est de se réapproprier ces forces et de les honorer au quotidien. Ça permet à l'endeuillé d'honorer aussi le défunt. Et ça permet aussi d'avoir une relation avec le défunt beaucoup plus intérieure, ce qui est à la base la finalité du processus de deuil. Y compris quand ça s'est mal passé dans le du vivant de la personne, ça s'est mal passé, tu arrives à retrouver quand même aussi un lien positif. Oui, par exemple, là j'ai une cliente, donc sa mère n'était pas morte, mais elle voulait faire le deuil de la mère idéale. Et sa maman était alcoolique et bon, en gros, s'occupait pas d'elle étant petite. Eh bien, en fait, je lui ai fait faire ça et je lui ai dit, ben, l'histoire avec ta maman, elle était difficile, mais elle n'était pas que ça. Et on a allé chercher ces histoires alternatives et elle s'est rendue compte que, mine de rien, la personne qu'elle était aujourd'hui, sa résilience, son bon sens, le bon sens qu'elle a eu dès enfant, en fait. Le côté force, puissance intérieure, et ben ça, finalement, elle l'avait acquis par sa mère. Donc, en fait, on va vraiment honorer le plein. Donc, on va chercher ce plein-là. Et c'est vraiment passionnant. Et ça redonne une force et une joie chez les personnes que moi, je trouve super chouette. En fait, tu fais vivre le lien Oui. à la personne, mais dans ses valeurs, dans ses plus-values, etc. Oui, dans sa transmission et de façon intérieure. Puisqu'en fait, le processus d'un deuil, il est réalisé quand on a créé une relation beaucoup plus intérieure avec le défunt. On va pas chercher à l'extérieur, on va pas le chercher à l'extérieur, on va le chercher à l'intérieur. Et c'est quoi? C'est finalement qu'est-ce qui m'a transmis? Ses leçons, ses forces, les meilleurs souvenirs. Et comment j'honore ça, moi, au quotidien? Qu'est-ce que je fais pour honorer ce qui m'a laissé au quotidien? Mais c'est beau quand même. Oui, c'est très beau. Oui, il peut m'avoir laissé aussi des moments qui est pas très sympathiques aussi. Bien sûr, mais moi je vais aller honorer le plein parce que l'être humain a tendance toujours à aller voir le mauvais et il oublie le positif. Donc moi mon rôle c'est d'aller honorer, j'insiste, mais d'aller honorer ce plein parce que le vide on le connaît tous. En général on y plonge dedans, on nage des brasses dedans, on connaît le vide. Mais le plein, qu'en est-il de ce plein qu'on nous a laissé? Comment on l'honore ce plein? Qu'est-ce qu'on fait avec ce plein? C'est vrai qu'on n'en parle pas très souvent en fait. Et puis du coup c'est une valorisation de ce qui s'est passé quand même. Et ça évite peut-être de se raccrocher à la personne qui n'est plus là et avec qui on veut garder un lien et qui n'est pas dans le vivant en fait. Ah ben tout à fait, parce que là pour le coup la relation elle est totalement intérieure, tu vois. Si moi par exemple mon papa m'a laissé beaucoup de force et de côté proactif d'entreprendre, ben en fait à chaque fois que je vais entreprendre, pour moi ça serait une façon pour moi de l'honorer, de lui rendre hommage et c'est très intérieur comme sensation, tu vois. C'est une force aussi du coup. C'est une force et j'entretiens la relation mais elle est intérieure, je vais pas chercher mon papa à l'extérieur. Je vais le chercher en moi, en développant les qualités qu'il m'a transmises. C'est bien, tu nous apportes une autre facette de la façon dont on peut aborder le deuil en fait. Un accompagnement du deuil, puisque c'est ce que je fais, j'accompagne tous les deuils, parce qu'il existe plusieurs types de deuil. Il faut aussi que je le fais. Oui, donc vous avez la perte d'un proche, qui est le deuil qu'on connaît tous. Vous avez les deuils de vie, déménagement, perte de relation, d'un boulot,
Vous avez le deuil animalier, le deuil blanc. Le deuil blanc, c'est lorsque vous avez un proche qui souffre d'une maladie neurocognitive comme Alzheimer, Parkinson, et qui ne vous reconnaît pas. Si je résume, il y a deuil dès qu'il y a perte d'attachement. Nous vivons des deuils avec nous-mêmes à chaque transition de vie. C'est ça un deuil en fait. Et je ne sais plus... Ouais, par exemple, la ménopause, c'est un deuil. Ben oui, la ménopause, c'est un deuil. Quand on passe de l'enfance à l'adolescence, c'est un deuil. Donc, quand les enfants s'en vont de la maison... Le syndrome du nid vide, c'est un deuil, effectivement. Et c'est très commun, et en fait, c'est tellement tabou que plus personne n'en parle, donc on ne sait pas par quoi on va traverser, les proches d'endeuillés ne savent pas quoi faire et quoi dire, donc ça devient problématique. Donc c'est là que moi j'interviens pour accompagner ces deuils. Et tous ces deuils qui ne sont pas des deuils de quelqu'un de proche, en fait, bon, on a tendance à les minimiser aussi. Parce que c'est pas légitime, à la limite, d'être dans ce deuil-là, alors qu'on n'a pas perdu ni un animal, ni une personne, ni... Et c'est ça qui est terrible, parce qu'on perd quand même un attachement, donc et on va passer exactement par les mêmes étapes que la perte d'un proche. Chaque deuil est différent, selon ce degré d'attachement. Tu vois, moi, je peux très bien, par exemple, mon amoureux, il me quitte, et dans le même laps de temps, je touche du bois, mais j'ai ma tante qui meurt. Ben, je vais être beaucoup plus effondrée par mon compagnon qui me quitte que par la mort de ma tante. Peut-être parce qu'avec ma tante, j'ai moins d'attachement, on a noué moins de relations, etc. C'est pour ça aussi que c'est très important de le verbaliser, parce que les gens ont tendance à juger le deuil de l'autre. Ah, mais pourquoi tu pleures pas? Alors que non, chaque deuil est différent selon le degré de l'attachement qu'on a eu à la personne ou même l'objet. Si moi je mets toute ma vie dans ma maison et que ma maison brûle, ben je suis désolée, ça reste un deuil, quoi. C'est vrai que le jugement est fort sur l'attitude qu'on a ou qu'on n'a pas par rapport à un deuil. Tu disais de pleurer, de ne pas pleurer. Oui, c'est compliqué. C'est compliqué, hein. Et puis c'est une expérience intime. Tout à fait, ouais. C'est intime, et c'est pour ça qu'il faut le remettre au centre de nos vies, pour savoir exactement à quoi nous avons affaire quand on parle du deuil et de la mort. Parce que pareil, moi je différencie vraiment les deux. Le deuil n'est pas la mort, et la mort n'est pas mourir. Le deuil, c'est un processus de guérison, alors que la mort, c'est un passage. Une anecdote, la télé parle beaucoup de morts, il y a beaucoup de morts pendant une guerre, mais on ne parle pas des conséquences de la mort, le deuil. En fait, c'est ça, le deuil, c'est pas l'acceptation de la mort, c'est l'acceptation de la perte. Et mourir, c'est le deuil de soi. Jean d'Ormesson disait la mort doit être fabuleuse, mais mourir est atroce, quelque chose comme ça. Mais c'est effectivement ça, parce que mourir, c'est le deuil de soi, alors que la mort, c'est un passage. On va découvrir autre chose. Et qui dit passage dit évolution. On est mené à évoluer. Ça aussi, c'est passionnant. Mais tu es passionnante. Merci. Et c'est ce que tu veux dire quand tu dis la mort n'est pas mourir. Oui, c'est-à-dire que la mort, c'est un passage. On devrait tous vivre, et ça rejoint le titre de ce podcast. Et en plus, je tiens à souligner votre slogan de l'extraordinaire vers l'ordinaire, parce que la mort, en fait, permet de mieux vivre. Bien vivre, ça s'apprend pas. Et en fait, c'est la conscience de la mort qui va permettre de mieux vivre. Pourquoi? Parce que la mort, déjà, c'est un révélateur. On sait qu'on est sur un temps limité sur Terre, donc déjà, rien ne nous appartient, on le sait. Ton corps, il t'appartient pas, ta vie t'appartient pas, tu la perds. Et encore, le corps, juste, on en est colocataire. Donc, ok. La mort permet aussi d'avoir un côté rédempteur. C'est-à-dire que face à la mort, on est humble et authentique. On ne peut pas tricher face à la mort. Alors, toute sa vie, on peut porter des masques, mais face à la mort, on ne peut pas tricher. Et il y a beaucoup de personnes en fin de vie qui ont beaucoup de regrets. C'est les fameux 5 regrets des personnes en fin de vie de Bronnie Ware. Et en fait, ces personnes-là, comme elles sont passées à côté de leur vie, eh bien, elles ont peur de la mort, ce qui est totalement compréhensible. Elles veulent pas y aller puisqu'elles se disent qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je savais que j'avais un temps limité, alors qu'on se croit tous éternels puisqu'on n'en parle pas. Donc, j'ai eu un temps limité sur Terre et je suis passée à côté. J'ai pas envie de mourir. Donc, ces personnes-là,
elle n'accepte pas la mort, elle lâche pas, et du coup, elle ne meurt pas bien. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a tout un tas derrière de personnes qui travaillent avec les entités et les âmes, etc. Donc le but du jeu, c'est de bien vivre. Et comment on vit bien en ayant conscience de la mort, donc en vivant pleinement dans sa vie. Et ça rejoint ma phrase, si tu veux savoir comment tu dois vivre, demande-toi comment tu veux mourir. Ça nous permet aussi de se dire, heureusement qu'il y a la mort, parce que moi, je ne me verrais pas vivre éternellement. Si on vivait tous éternellement, les tyrans seraient toujours au pouvoir. On n'aurait plus d'objectifs parce qu'il n'y aurait plus de temps. Enfin, ça serait l'enfer. Donc justement, on peut vivre tranquille parce que justement, merci mon Dieu, un jour on va mourir en fait. Donc vraiment, la conscience de la mort est hyper importante pour bien vivre sa vie. Et il y a Montaigne qui disait une phrase, c'était celui qui apprend aux hommes à mourir leur apprend à vivre. Effectivement, sans cette notion de la mort, on ne peut pas être non plus dans l'instant présent. Exactement. Oui, comme on ne connaît pas la date de fin. Et puis connaître aussi le fait de vivre, c'est précieux. Oui. Donc ça donne plus de force en fait au précieux de la vie. Bien sûr, c'est comme le yin et le yang. La vie existe parce que la mort est là parce que la vie existe. Donc, et en plus, le contraire de la mort, c'est pas la vie, c'est la naissance, quoi. C'est chaque fois des transitions et des étapes. Donc, faut parler de la mort. Donc, est-ce que toi, tu as eu cette notion très jeune, tu disais, d'une relation particulière à la mort? Est-ce que c'est parce qu'il y avait des deuils autour de toi ou parce que tu n'étais pas effrayée par cette notion de mort? Écoute, je ne sais pas. En fait, pour tout avouer, depuis que je suis enfant, j'écris des journaux intimes. Et puis quand cette amie, la sœur de cette amie est décédée, elle a dit une phrase, elle a dit, on a relu des écrits je vais pas nommer sa sœur, mais on va l'appeler X, et ça nous a beaucoup bouleversés. Et je me suis dit, mais qui je suis pour vouloir, moi, parce que quand j'écrivais tous mes journaux intimes, j'en avais 70, c'était pour laisser une trace, pour que les gens sachent qui je suis. Et je me suis dit, mais qui je suis pour laisser cette trace-là, en fait? Qui je suis? Puisque en fait, il n'y a rien de permanent. Donc, et là, je me suis aperçue, donc j'ai voulu les détruire, mais quand même, j'ai relu tous mes journaux. Et je me suis rendu compte que je parlais très tôt de la mort, mais de façon très joyeuse, genre à 7 ans. J'écrivais dans mon journal... j'espère qu'un jour, quand je serai morte, les gens fêteront ma vie et ne pleureront pas ma mort, fait quelque chose comme ça. À 7 ans. À 7 ans, et j'ai trouvé ça vachement bizarre. Extraordinaire. D'écrire ça à 7 ans. Et en fait, tout au long de ma vie, je sais pas, je parlais de la mort comme un retour à la maison, enfin c'est très bizarre. Et c'est pour ça, je pense que moi, dans ma vie actuellement, j'écoute beaucoup mes envies et mes élans. Et que ça me permet d'aller au-delà de mes peurs, c'est que moi j'ai tellement pour ambition de dire ciao, mais avec un grand seigneur, quoi, de partir en paix, limite avec le smile en disant c'est bon les gars, j'ai bien vécu, vous avez été merveilleux, merci, au revoir. Qu'en fait je suis vraiment mon alignement, tu vois. Pas de regret, quoi. Ah non, alors ça peut faire peur pour mes parents, autant te dire qu'ils sont flippés, mais pour moi c'est très très important de suivre mon alignement. Surtout qu'il y a aussi une phrase, j'ai grandi avec cette phrase qui est les gens ne se souviendront pas de qui tu as été ni de ce que tu as fait, ils se souviendront de ce qu'ils ont ressenti en ta présence. Et moi cette phrase je la garde comme un leitmotiv et elle dirige ma vie en fait. On sent la vie en tout cas quand on est à côté de toi. Je suis bien. Ça c'est clair. Elle rayonne, vous ne la voyez pas, mais elle rayonne. Et elle a un rire communicatif et extraordinaire quand on l'a rencontrée pour la première fois. C'est ça qui nous a... En fait, tu nous as remplis de cette joie et de ce rayonnement, en fait. Merci. Cette énergie, cette belle énergie qui, j'espère... est ressentie par tous les gens qui nous écoutent. Comme quoi on peut parler de la mort et des deuils en respirant la joie. Exactement, c'est ce que tu nous démontres. Donc, si on revient sur de la pratique,
Donc tu reçois tout type de clientèle, tu reçois des enfants aussi. Oui, je reçois plutôt des adolescents là. Après, il y a des enfants, tout à fait, parce qu'il y a les deuils périnataux, donc des enfants qui ont perdu leur petit frère. Donc oui, donc je reçois en cabinet, en visio, donc en accompagnement individuel. Je fais aussi des ateliers. Là, je cherche à rentrer dans les entreprises pour former les RH accompagnés, donc le deuil en entreprise. Et puis, j'ai pour idée de créer des cercles de parole, mais plutôt cercles de parole avec des thématiques ou avec via un média, enfin quelque chose d'original, pas simplement un cercle de parole où juste tu parles, quoi. Et puis surtout, je crée un jeu de société. Oui, alors ça, on a eu l'occasion moi, j'ai eu l'occasion d'expérimenter et on a passé une soirée assez rigolote autour du deuil parce que tu nous l'as fait découvrir. Alors, il n'est pas commercialisé encore, hein, tu cherches à... Tout à fait, je cherche. Ouais. Voilà, mais en même temps, tu peux aussi, tu nous as dit, comme tu nous l'as fait expérimenter, tu peux aussi le proposer à un public. Oui, bien sûr, ouais, je fais des tests de rodage ou des tests pour faire connaître le jeu. Parce que mon jeu a pour vocation de toucher le grand public et qu'enfin on reparle de ces sujets et qu'on réapprivoise ce sujet-là, mais de façon fun et légère, puisque je sais bien que ça fait flipper pas mal de personnes. Donc le but du jeu est de faire prendre conscience qu'on peut rigoler, faire un apéro entre amis autour de mon jeu et puis, mine de rien, se questionner gentiment, semer des graines, etc. etc. Oui, ça, je peux dire qu'on a beaucoup ri autour de ton jeu. Merci. C'était le but quand même. Oui, c'est vrai que ça peut désacraliser d'une certaine façon le tabou justement qu'il y a autour du deuil et de la mort. Et puis, toutes les questions, elles sont très, très larges en fait. Oui, ça dédramatise. Ça dédramatise, ouais, c'est tout à fait ce que j'ai ressenti. Donc, si des gens sont intéressés, ils peuvent te contacter. Ouais. Donc, on mettra tes coordonnées, bien sûr, pour que tu puisses être joignable et puis proposer tes services. Merci. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule une séance type ou comment un deuil s'accompagne de façon assez concrète pour qu'on voit vraiment comment tu travailles? Oui, bien sûr. Alors moi, mes séances, elles durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Ok. En général, quand c'est la première année, je vois les personnes à peu près une fois par mois pendant 1 an, parce qu'il y a des dates anniversaires, choses comme ça. On est vraiment dans le tunnel, quoi. Et ensuite, quand c'est des gens, par exemple, ça fait déjà 3 ans, 4 ans, mais qui ont la sensation que rien ne bouge vraiment, alors c'est très variable. Là, par exemple, j'ai des clients, je les ai vus 4-5 séances, le temps pour eux d'avancer, de lever des zones d'ombre. Parce que pour moi, traverser le processus de deuil, c'est comme si on traversait un pont de singe. C'est-à-dire il faut vraiment aller de l'autre côté, on n'a pas le choix. Tu avances sur ce pont, le pont il trentoule, il y a du vent, de la tornade, des fois il y a de la pluie, des fois tu crois que tu vas tomber, des fois il fait beau donc tu avances plus vite. Et moi je suis vraiment là pour accompagner cette traversée et que les gens se sentent en sécurité. Que ce soit malgré la tornade ou lorsqu'il fait beau temps, voilà, je les rassure. S'ils s'arrêtent parce qu'il y a une tornade, c'est normal, tout va bien. S'ils avancent plus vite, eh ben c'est bien, je les accompagne aussi, tu vois. Okay. Donc ça dépend vraiment du rythme de chacun, voilà, ça dépend tout simplement de leur rythme. Et peut-être du traumatisme aussi lié, ouais. Il y a des morts plus compliquées que d'autres aussi. Oui, les morts violentes par exemple sont plus compliquées que... Les morts d'un enfant. Ouais. Oui, ça c'est vrai. Oui. Et les morts de violentes, les morts d'un enfant, d'un compagnon, et peut-être parfois plus difficile, et encore ça dépend de chacun, parce que chaque deuil est vraiment différent selon le degré d'attachement, que par exemple un grand-père ou une grand-mère qui meurt à 98 ans par exemple. Bien que quand même ce soit douloureux, attention. Mais c'est quelque chose qu'on raisonne comme étant dans l'ordre des choses, quoi. Ouais, c'est comme quand on perd son animal
préféré, entre guillemets, où on est très attaché, c'est comme si aussi on perdait un être humain, en fait. Ah, mais exactement, hein, le deuil d'un animal de compagnie est aussi douloureux qu'un animal d'un être cher. Pas vrai. La perte d'un animal de compagnie est aussi douloureux que la perte d'un proche. D'ailleurs, parfois, tu peux perdre ton chat et puis, pareil, perdre ta mamie, comme tu disais, et Anne tout à l'heure, et puis être plus bouleversée par la perte de ton chat. Il n'y a pas de degré en fonction de l'apparence de l'objet de ton attachement, en fait. Pas du tout. Il faut vraiment partir du postulat qu'il y a deuil dès qu'il y a perte d'attachement. C'est la bonne définition pour moi du deuil, et ça englobe beaucoup de choses de ce fait. Fort intéressant tout ça. Est-ce que tu travailles aussi avec d'autres personnes? Par exemple, la personne est déjà suivie d'un point de vue médical ou elle est suivie par d'autres thérapeutes. Tu travailles en fonction aussi des suivis de la personne? Alors je demande, en général, c'est ma première question, c'est est-ce que vous consultez un professionnel comme médical? Parce que parfois, effectivement, les personnes sont sous traitement. Après, je ne travaille pas forcément en symbiose avec eux, en tout cas pas pour le moment. Après, ce qui est intéressant, c'est que le deuil est vraiment quelque chose de très particulier. Il y a énormément de choses à savoir sur le deuil. Par exemple, quand on vit un deuil, il y a un vécu dépressif qui est différent de la dépression. Et les personnels soignants qui ne sont pas forcément formés au deuil vont avoir tendance à mettre le patient sous, par exemple, anxiolytique. Or, la personne n'en a pas besoin. C'est vraiment un vécu dépressif. Le vécu dépressif, c'est la sensation de manque. La dépression, c'est la dépréciation de soi. Donc, c'est deux choses différentes. Donc, moi, je reste quand même vigilante à ça. Si, par exemple, elle ne va pas voir un médecin ou un psychiatre, si je sens qu'il y a une dépréciation d'elle-même, donc là, pour le coup, ça peut être différent et dangereux. Donc là, clairement, je lui dis d'aller consulter un psychiatre ou un médecin pour avoir une aide médicamenteuse. Mais en tout état de cause, tu fais jamais arrêter un traitement médical? Ah, jamais. Ça fait partie de l'éthique. De l'éthique, voilà, tous, en fait. Hein. Oui. Non, jamais. Et auquel on est tous attachés, effectivement. Bien sûr. Hein. Je ne me remplace en rien du tout. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je suis juste experte dans le deuil. Donc moi, je ne vais pas m'amuser à arrêter un traitement. Ça, c'est clair. Et est-ce que tu peux faire... Est-ce que tu peux faire aussi intervenir un médium, par exemple, en complément de ce que tu fais? Alors oui, moi je dis souvent aux endeuillés, s'ils en ressentent le besoin, d'aller consulter un médium, mais une fois par an. Parce que le but d'un deuil, c'est vraiment on l'a vu, de réintérioriser cette relation-là. Si un endeuillé va voir des médiums toutes les semaines, il va chercher son proche à l'extérieur. Donc ça va bloquer son processus de deuil et c'est ce qu'on appelle les deuils pathologiques ou compliqués. Donc travailler avec un médium, oui. Pourquoi pas, pour peut-être pour avoir des messages, pour travailler sur le pardon, pour dire ce qui ne s'était pas dit durant son vivant. Après, moi, je suis pas médium, peut-être qu'il faut autre chose. Mais en tout cas, une fois par an, pourquoi pas? Mais plus, ça nuit au processus de deuil. Alors moi, en tant que médium, effectivement, je te posais la question parce que voilà, ça m'intéressait. Et ça doit intéresser aussi d'autres personnes. Parce que moi, ma position, c'est effectivement de ne pas rendre dépendant la personne et qu'elle revienne pas à chaque fois, donc c'est fréquemment. Et qu'il est important de rentrer dans ce processus de deuil et pas aller consulter fréquemment un médium. Ben, c'est formidable. Parce que ça sert à rien pour moi, ça sert à rien d'alimenter une relation qui n'est plus, puisqu'elle est plus à l'extérieur. Donc c'est une façon de ne pas faire le deuil, en fait. C'est une façon d'éviter le deuil. Donc je te rejoins. Merci, je te rejoins. Merci à toi sur le sujet. Donc je trouve ça très intéressant, en fait.
Alors après, on a l'habitude dans ces entretiens-là de proposer un bonus. Voilà, que l'on retrouvera dans l'espace adhérent du site d'Accordam. Donc, Edith, tu nous proposes ce que tu as appelé le guide de survie des proches d'endeuillés, c'est ça? Exactement. Donc, tu peux nous en dire vraiment en quelques secondes ce qu'il en est pour que les personnes, s'ils sont intéressés, puissent le retrouver dans l'espace adhérent. En résumé, c'est face à un endeuillé, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, quoi faire et qu'est-ce que je ne dois surtout pas faire. Voilà. Bon, c'est clair, net et précis. Ça donne juste envie de connaître ce guide de survie, parce qu'effectivement, on est toujours très ennuyé quand il y a un deuil. On n'a pas envie de blesser, on n'a pas envie de juger, mais on ne sait pas forcément que faire. Et puis on manque de mots, surtout on manque de mots. Peut-être que le silence est important aussi. Alors, c'est là où c'est très drôle, c'est parce que les gens, ils ont tellement peur d'être maladroits que justement ils sont dans le silence. Sauf que l'endeuillé, lui, il a besoin de soutien. Donc rester dans le silence ou dire écoute, en fait moi j'ai peur d'être maladroit, donc bon, en gros je laisse passer un peu de temps. L'endeuillé, il n'a pas besoin de ça, lui. Ce dont il a besoin, c'est de soutien et de présence. C'est pour ça que le guide de survie pour les proches d'endeuillés, ça peut être très utile. Il pourrait fonctionner aussi par rapport aux gens qui ont une longue maladie ou des choses comme ça, parce que ça ressemble à ça. Souvent, quand on est malade ou on a été victime d'une grande maladie, longue maladie, eh bien, on se sent assez isolé parce que l'extérieur ne nous parle plus, ne vient pas nous voir parce qu'il pense nous protéger comme ça. Déranger. Et en fait, ça nous isole beaucoup. Ouais. Et j'ai la sensation, là, moi, ça te parle. Ça me parle beaucoup, en fait, où on a l'impression que c'est une petite mort, en fait. Donc, merci pour ce joli guide qui va, à mon avis, servir à beaucoup de gens parce qu'on est tous amenés, appelés un jour à se confronter à la mort, comme tu dis, même de la mort dans la vie, des deuils blancs, de nos transformations, des deuils blancs. Merci beaucoup. Merci Violette et merci Anne. Merci. Voilà, et puis nous retrouverons donc sur une prochaine émission.